Cette conférence C'est va un peu maintenant être enregistrée. ah pardon, j'avais un petit voilà, c'est un peu une première pour moi, on va voir comment on se débrouille avec cette visioconférence. Je fais juste un petit rappel du coup parce que, on a coupé les micros de tout le monde parce que vu on est quasiment 40, on a coupé les micros et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous allez dans le chat, hein, la petite bulle, qui est, dans votre barre. N'hésitez pas à me poser les questions, à me dire si je vais trop vite, s'il y a des choses qui sont pas compréhensibles. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous amener des informations, on va dire de base pour que vous compreniez bien les choses. C'est assez déstabilisant pour moi de ne pas avoir de visage en face de moi, mais bon, on va faire comme ça. Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer si vous m'entendez bien, si tout passe bien? Juste par un petit OK ou quelque chose comme ça. Parfait, super. Alors, je vais juste très rapidement me présenter. Moi, je suis Blandine Faraille. Je suis de naturopathe et également conseillère en fleurs de bac et énergéticienne. J'interviens sur chez vous, ça coupe un peu. La durée, c'est d'environ 1 h 30, hein. Juste pour que vous chacun ait à peu près un temps, 1 h 30, 2 heures. On va essayer d'avoir du temps pour des questions, donc environ 1 h 30, 2 heures. Voilà, donc moi je travaille sur Molsheim et Bas-Rhin, mais plutôt sur Molsheim. Donc je ne vais pas parler tellement plus que moi. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Mon site internet, c'est www.inspire-naturo.com. Je vous l'écris dans le chat si vous voulez. On est là ce soir pour parler de la détox. Voilà, comme ça vous l'avez. Donc on est là pour parler de la détox. Parce que c'est tout à fait le moment de parler de la détox, malgré, je dirais, le contexte actuel un peu étrange, mais ma foi, et qui finalement peut se prêter à la détox. Alors, je vais essayer de descendre. Voilà. Je pense que tout le monde voit en même temps que moi. Donc, pour parler de détox, forcément, on va parler de toxines. Donc, une toxine, c'est quelque chose qu'on a dans le corps, hein, qui est là en surcharge. Si on prend la définition que je vous mets ci-dessous, c'est vraiment un déchet pour l'organisme. Ah oui, alors moi j'ai pas, il faut que je fasse comme ça. C'est un déchet de l'organisme qui, avec le temps, va l'accumuler. C'est-à-dire que si on ne le fait pas sortir, à un moment donné, notre corps il va continuer à s'encrasser, parce qu'il y aura trop de choses à sortir et le corps pourra plus gérer les bonnes choses. Pour ça, le corps il a deux techniques. Non, déjà il faut que je vous parle des toxines, des origines des toxines. C'est-à-dire que les toxines, on va avoir des toxines qui sont endogènes, ce qu'on appelle endogènes, et des toxines exogènes. Donc on va commencer par les endogènes. Les endogènes, c'est tout ce que notre corps produit comme déchets. C'est-à-dire que nos cellules travaillent, et quand nos cellules travaillent, elles sont comme nous, elles font des déchets, elles libèrent du dioxyde de carbone, elles transpirent. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir éliminer parce qu'elles sont dans notre corps. La deuxième chose, c'est toutes les toxines exogènes. Donc les toxines exogènes, c'est vraiment tout ce qui va venir de l'extérieur. On va avoir, entre autres, je vais vous passer la diapo, on va avoir entre autres tout ce qui est pollution, tout ce qui est tabac, alcool, la malbouffe, les pesticides, etc., etc. Vraiment tout ce qui peut venir de l'extérieur que notre corps doit traiter pour pouvoir être mieux avec ça.
Donc ça, c'est du travail pour notre organisme. C'est compliqué pour lui parce que tout ça, c'est des choses qu'il a à faire avant de pouvoir traiter vraiment ce qu'il y a dans le corps. Pardon, dans le corps. Avant de traiter les informations nécessaires, type digestion, etc., qui sont vraiment les choses dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Donc, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Parce que forcément, notre corps est bien fait et il a tout un tas d'armes avec lui pour pouvoir travailler. Mais avant ça, donc je vous ai parlé des causes endogènes et des causes exogènes. Je vais quand même vous parler des causes de la surcharge. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi j'ai un réseau. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai un réseau apparemment qui est lent. Est-ce que ça marche chez vous? J'ai des messages comme quoi ça marche pas bien. Est-ce que ah oui, je vois vous. Ok, ça marche, super. Ouais, c'est haché chez certains. Ok, s'il y a un souci, vous me dites. À cette heure-ci, le réseau est. Ok, donc le son marche, c'est ce qui va bien. Alors, du coup, ce que je disais, c'est que la cause de la surcharge, ça va être à la fois les apports alimentaires, ça c'est ce qu'on connaît le plus, hein. Quand on mange trop, ben forcément, le corps il a plus de travail à faire pour pouvoir se libérer de ces apports alimentaires. Il y a plus de travail, il y a plus de digestion, de déchets, etc. Donc, il va falloir qu'il travaille d'autant plus. Apports alimentaires en trop. Euh, les substances chimiques ou synthétiques qui sont difficilement éliminables, c'est ce que je vous disais, les pesticides, tout ce qui est, entre autres, les peintures, les polluants, etc., etc. Après, on va avoir tout ce qui est stress. Pourquoi? Parce que le stress, lui, amène aussi des toxines endogènes. C'est-à-dire que pour pouvoir libérer de stress, l'organisme va travailler d'autant plus pour que des hormones soient fabriquées, etc. Et que du coup, il y a des choses qui vont devoir être libérées un peu plus. Ensuite, on a une source d'oxygénation aussi qui peut être compliquée puisque en fait, l'oxygène va permettre au corps de, de faire son travail correctement et de pouvoir alimenter les cellules à l'intérieur du corps, de pouvoir vraiment au niveau du sang alimenter le sang et du coup amener tout ce qu'il faut à l'organisme pour bien travailler. Donc ça, c'est vraiment des choses, si on n'a pas assez d'oxygène, eh bien, il y a encore une surcharge en plus parce que l'organisme doit travailler 2 fois plus. Donc ça, c'était les causes de la surcharge. Après, si on parle de comment le corps se débarrasse de ces toxines. Alors, je vous montre ce tableau-là, mais on en verra un autre après parce que celui-ci, il y a quelques petits manques. Mais c'est vraiment pour vous expliquer très grossièrement une notion en naturopathie. Cette notion, c'est celle des émonctoires. Les émonctoires, c'est ce qui va permettre à nos déchets de sortir de l'organisme. Dans le corps, on a 5 émonctoires. On a 3 émonctoires principales et 2 émonctoires de sortie. Les 5 émonctoires principaux, les 3 émonctoires principaux vont être les intestins, les reins, mais avant ça, le foie. Pourquoi le foie? Parce que le foie, c'est vraiment pour moi ce que j'appelle la station d'épuration. Le foie, c'est vraiment lui qui va brasser, qui va trier tout ce qui arrive dans notre organisme et qui va envoyer là où il faut que ça aille. Donc tout ce qui rentre dans notre corps va à un moment donné passer par le foie et être trié à cet endroit-là. Trié, stocké, déchargé, etc. Ensuite, on va voir les intestins et les reins qui vont principalement nous libérer. Les intestins vont principalement nous libérer d'un premier type de déchets, puisque donc là, je fais une petite parenthèse. Les premiers types de déchets que l'on a, ce sont les cols. Alors, les cols, j'aime bien souvent prendre cette expression-là.
Quand on a des pâtes, par exemple, euh, le tableau, je ne sais pas de quel tableau. Quelqu'un me demande le tableau, je ne sais pas de quel tableau vous parlez. Donc je continue, hein. Le, le PDF, bah, le PDF, il est. Vous voyez pas le PDF, vous voyez pas vous voyez pas les. Bah là, je suis sur le PDF, je suis sur les inventoires en fait. Ok, alors je sais pas. Non, il défile pas, c'est moi qui le fais défiler. Donc là, j'en suis à une diapo. J'en suis. Bon, ok, ça marche. Là, je suis à la diapo sur les émonctoires. Ça marche, super. Donc je continue. Donc il y a deux types, il y a vraiment deux types de déchets, pardon. Donc il y a l'école, et l'école, c'est par exemple quand vous faites des pâtes ou du riz, peu importe. Quand vous égouttez vos pâtes, eh bien ces pâtes, il y a toute une espèce de colle gluante qui sort de votre passoire. Eh bien c'est ça, grosso modo c'est ça l'école. Ça va vraiment être ce qui descend dans notre intestin et qui va coller. Voilà. Alors ça, c'est le premier type. Le deuxième type, ça va être les acides. Les acides, c'est vraiment des choses un peu plus volatiles. Et c'est pas acide au sens du goût, hein, c'est vraiment des choses qui sont... c'est vraiment ce qu'on appelle les choses acides, type tout ce qui va sortir du sucre, des viandes rouges, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça pourrait valoir une conférence à elle seule. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a deux types. Il y a l'école et il y a les acides. Donc, l'école, comme je vous le disais, vont être... donc là, on voit bien, hein, c'est les glucides et les lipides qui forment surtout des cols. Et alors, vous voyez cristaux hein, sur ce tableau-là, c'est les acides, c'est ce que j'appelle les acides. Donc les cristaux, c'est les protéines. Voilà. Donc les cols vont être libérés par les intestins. Mais il faut savoir que si les intestins sont trop englués, on a des portes de sortie secondaires. Et donc ces portes de sortie secondaires, ça va être nos deux autres émonctoires qui sont les poumons, avec l'air que l'on expulse, et la peau. Et au niveau de la peau, ça sera ce qu'on appelle les glandes sébacées. C'est-à-dire que s'il y a un trop-plein de colle, on va rentrer dans quelque chose au niveau de la peau de type bouton blanc. Vous voyez un petit peu toutes ces choses où c'est purulent, c'est-à-dire l'eczéma. Alors, je parle bien de l'eczéma purulent, pas de l'eczéma sec, qui lui sera plutôt partie plutôt d'un problème d'acide. Mais un peu toutes ces maladies où on a des choses très coulantes. On va revenir dessus après. Donc d'un côté, on a les cols qui sont libérés soit par les intestins et donc les selles, soit par les poumons avec l'air expulsé, soit par les glandes sébacées avec l'écoulement hypograsse. Les acides, eux, vont être éliminés par donc le foie, comme je vous le disais, puisque ça passe toujours par là, mais également par les reins, qui vont être l'émonctoire principal. Et donc, le rein va fabriquer de l'urine, mais également par la peau, qui, elle, les acides vont être libérés par la transpiration et la peau sèche. Voilà, je vous parlais d'eczéma sec tout à l'heure, par exemple, ça en fait partie. Je rentre pas plus dans le détail, mais c'était vraiment pour vous expliquer parce qu'on va revenir ensuite sur chaque émonctoire pour voir comment est-ce qu'on peut les travailler. J'espère que ça c'est clair pour vous. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous poser des questions, hein. Ok, donc je continue. Alors, la définition de la détoxification. C'est vraiment la détoxification, c'est ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire éliminer, nettoyer et drainer les toxines. Voilà, ça c'est vraiment les mots qu'on va avoir, c'est-à-dire libérer notre corps des toxines qui sont dans le corps pour pouvoir le nettoyer, lui permettre de faire son travail de base.
En fait, notre corps, il ne devrait pas avoir à traiter tout ça. C'est-à-dire que si tout était clair, pour lui, il devrait pouvoir travailler de manière très fluide et ne faire que ce qu'il avait à faire au départ. Or, comme on lui donne des choses dont il n'a pas besoin ou des choses qui sont toxiques pour lui, afin de ne pas tomber malade, il va être dans un premier temps obligé de traiter ces toxines-là. Oups. Du coup, il va déjà devoir faire ce travail-là avant de faire son autre travail. Donc, si je continue, alors vous allez voir, c'est un autre petit schéma qui récapitule celui qu'on a vu juste avant. C'est à peu près la même chose, hein. On a vraiment les cols, amidon, graisse, les acides, c'est protéines, sucres raffinés, produits acidifiants, et ça va être libéré par les voies dont on a parlé juste avant. Je ne reviens pas dessus, je continue. Alors, pour revenir vraiment un petit peu plus sur les cols, on va faire les cols, les acides, et ensuite on verra émonctoire par émonctoire. Donc les cols, quand on sait qu'on... Alors, c'est toujours... j'aime bien le repréciser parce que c'est important. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment des généralités. C'est-à-dire que chaque personne est différente et c'est pas parce que je vais vous dire il y a un symptôme qu'on parle forcément d'un problème. Dans la naturopathie, on est vraiment dans quelque chose où forcément il va y avoir, on va aller chercher la cause de la cause. Donc là, je vous parle de quelque chose de très général, mais c'est pour vous donner des pistes qui peuvent vous permettre de vous amener à réfléchir sur certaines choses ou des pistes à travailler. Voilà, j'aime bien préciser parce que c'est important. Donc, les symptômes qui peuvent être liés à un problème de colle trop abondante. On va voir tout ce qui est glaire. Donc, alors les glaires, ça va être autant des glaires type écoulement dans la gorge, écoulement du nez, des oreilles bouchées, que des problèmes, par exemple chez les femmes, de perte blanche ou de choses dans ce genre-là. On va avoir aussi souvent des problèmes de rétention d'eau. Pourquoi? Parce que la lymphe est encrassée. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que ça, voilà, c'est juste pour dire que la lymphe, c'est ce qui va nous permettre aussi de nettoyer le corps de tous les déchets. Donc, quand la lymphe est trop encrassée, elle retient aussi l'eau. Donc, forcément, il y a un moment donné, notre corps va on va avoir des marques de rétention d'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir cette sensation d'être très gonflé. On va avoir des problèmes de circulation de sang dans la même manière que la lymphe va être encrassée, le sang va être aussi encrassé parce qu'il y a plein de déchets qui rentrent et qui du coup l'empêchent d'être très fluide. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. Signe d'engorgement du foie. On va revenir aussi dessus après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Les pertes blanches qui donc du coup se rapportent au glaire. Les cathars qui se rapportent au glaire. Les cathars, c'est vraiment, on va être dans tout ce qui est nez, gorge, etc. qui coule. Hein. Tout ce qui coule en fait. Et puis ce que je vous disais juste avant, tout ce qui est peau grasse, acné, suppuration, eczéma coulant, puis boutons à tête blanche. Donc les corrections, je dirais les grosses corrections, on reviendra sur chacun après, mais ce qu'on peut déjà faire en priorité, c'est de revenir à un régime alimentaire où on va avoir un apport moins important de colle. Voilà, donc les cols, on va y retrouver, comme je vous le disais avant, tout ce qui est pâtes, alors surtout les pâtes blanches, surtout tout ce qui est céréales blanches, tout ce qui est pain, tout ce qui est, alors ne parlons pas des viennoiseries, enfin, voilà, tout ce qui est à base de farine aussi, on va avoir toutes ces choses-là. On va forcément drainer les émonctoires. Alors, drainer les émonctoires, ça veut vraiment dire permettre aux émonctoires de travailler de manière plus fluide. On va le voir juste après. Et une autre manière, comme je vous disais, les cols vont aussi passer par la lymphe. Donc, une des choses qui
peuvent être utiles, c'est de boire. Alors, je mets des gros guillemets sur ça. C'est de boire un peu moins. Je ne dis pas de ne pas boire, parce que c'est très important de boire, mais c'est de boire un peu moins pour assécher un petit peu le corps, et du coup, ça va permettre aux toxines de sortir de la lymphe. Je parle bien des cols, hein, parce que les acides, ça sera l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une passerelle qui se fait entre le sang et la lymphe. C'est pour ça. Alors, si en temps normal, on ne boit déjà pas beaucoup, faut pas boire moins. Faut pas boire moins parce que c'est quand même très important. Notre corps est fait à 90% d'eau. Donc, si on boit moins, c'est pas là-dessus qu'il va falloir faire le levier. Il va falloir faire le levier sur autre chose, mais pas sur le fait de boire moins. On va justement voir juste après comment, sur quels sont les autres leviers. Pas de problème. Alors, si ça va pour cette partie-là, je passe aux acides. Donc, les acides, les symptômes que l'on va avoir, hop, on va avoir du sable. Vous savez, alors moi j'appelle ça du sable dans les yeux, c'est quand on se réveille le matin et qu'on a au coin des yeux, là on a toujours des petites croûtes, on a envie d'enlever des petites choses qui roulent sous les doigts. On va avoir des articulations qui sont douloureuses, hein, un peu type arthrite ou voilà, des choses comme ça, où le matin quand on se réveille, voilà, c'est un petit peu dur de se réveiller, de mettre tout en mouvement. C'est pas agréable, ça fait un peu mal. Ensuite, on va avoir aussi toutes les maladies qui vont être type, alors moi j'aime bien les appeler les maladies en HIT, donc toutes les maladies qui sont dues à des inflammations. On va avoir aussi tout ce qui est rhumatisme, vraiment au niveau des douleurs. Et les acides, c'est aussi vraiment tout ce qui est dû au calcul, gouttes, eczéma. Je vous en parlais tout à l'heure de l'eczéma sec. Donc voilà, ça c'est vraiment les maladies sur lesquelles on va pouvoir se dire qu'il y a un problème d'acidité et commencer à essayer de réguler en régulant l'acidité. Donc pour la réguler, forcément, on va avoir une réduction de tout ce qui acidifie le corps et tout ce qui l'inflamme. Donc principalement, on va parler d'une diminution des sucres. Alors je parle bien des sucres, surtout des sucres blancs, pas forcément, enfin des sucres ajoutés, hein, pas les sucres type sucre qui viennent des fruits ou autres. Vraiment, c'est les sucres ajoutés. Ensuite, on va essayer de limiter la viande rouge. La viande rouge est très très acidifiante. Pardon, les laitages sont très acidifiants. On va avoir. Alors là, je vous donne. C'est toujours pareil, hein, je vous donne des pistes. Chacun est différent, donc, et ça, c'est un des principes aussi de la naturopathie, c'est que chacun est très différent. Donc, je ne peux pas vous donner quelque chose aujourd'hui qui vous correspond forcément à vous. Je donne des généralités et je pense qu'il est important pour chacun derrière déjà, de s'écouter. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Écouter ce que nous dit notre corps. Et puis, deux, de vous faire accompagner par rapport à un rééquilibrage alimentaire. Voilà. On va forcément aussi stimuler les éliminations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des reins et des glandes. Alors, il manque le petit mot, sudoripare, hein, donc au niveau de la sueur, etc. Et puis, là, inversement au col, on va chercher à éliminer, à liquéfier et vraiment boire pour pouvoir éliminer. Entre autres, on le verra juste après, grâce à des tisanes. Alors, j'ai une question de Marielle. Il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, y compris en hiver, car le chauffage nous déshydrate. Ne pas hésiter à boire plus. Alors, moi, aujourd'hui, il y a, parce que 1,5 litre, c'est ce qu'on dit en termes général, il y a aujourd'hui quelque chose qui dit, enfin, il y a eu des études de fait. On dit aujourd'hui il faudrait boire environ 0,03 fois son poids corporel. Donc 0,03 fois.
Ça fait pas 1,5 litre pour tout le monde. On peut boire plus. Maintenant, attention à ne pas boire non plus inutilement pour ne pas faire travailler inutilement les reins s'il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que on peut boire plus, effectivement, c'est pas un souci, mais ne pas non plus faire travailler trop les reins parce que ça peut aussi les fatiguer. Mais merci pour cette réflexion, Marielle. Alors, si tout va bien, je continue. Donc là, on va passer à la cure de détox, comme je l'appelle, hein. J'aime bien se rappeler ce petit principe de base. C'est-à-dire, il ne sert à rien de nettoyer son corps si derrière, il n'y a aucun changement qui s'opère. Alors, j'ai pas fait le calcul, je peux le faire rapidement. Hop, touc. Je le fais en direct avec vous, si ça veut bien se mettre en route. C'est ça. Effectivement, on est à 2,1 litres par jour pour quelqu'un qui fait 70 kilos. Alors attention, hein, je reviens juste là-dessus. 2,1 litres, c'est y compris. Alors, on parle bien évidemment de tout ce qui est boisson type thé, eau, etc. Attention, le café déshydrate, donc on prend toujours un café avec un verre d'eau. Mais ça veut dire aussi que ce qu'on mange, il y a de l'eau dedans. Par exemple, vous mangez une soupe, il y a beaucoup d'eau dans la soupe. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'eau dans la soupe, donc ça en fait partie, hein. Alors, je continue et je reviens du coup sur... Oui, il ne sert à rien de nettoyer son corps si derrière, il n'y a aucun changement qui s'opère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en même temps, vous vous dites je détox et en même temps, vous vous dites je continue à manger normalement, alors oui, vous allez avoir une petite amélioration, mais il faut se dire qu'à un moment donné, il faut vraiment faire les deux en même temps. C'est-à-dire que vous allez vraiment être dans un processus où vous allez essayer de chercher à amener moins de toxines dans votre corps et chercher à libérer celles qui sont déjà là. Et ça veut dire aussi qu'idéalement, derrière, il faudrait continuer à pas trop surcharger votre corps. Hop. Alors, continuons. Est-ce que tout le monde peut faire une cure de détox? Non. Moi, je préfère. Alors ça, c'est mon point de vue, bien évidemment. Il y a des personnes qui sont déjà très dévitalisées. Dévitalisées, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà en manque de vitamines, qui sont en manque d'oligo-éléments, etc. Ça, c'est des gens où il va falloir déjà réussir à faire remonter leur taux de vitalité. Ensuite, on pourra revenir sur quelque chose de drainant, mais on va commencer par revitaliser la personne. Donc attention, il faut faire attention quand on veut faire un drainage. De même, il y a des traitements médicaux qui ne sont pas compatibles ou qui sont compatibles sous sous surveillance par rapport à une détoxification. Donc, toujours demander un avis aussi par rapport à ça. Pour ma part, je ne conseille pas aux femmes enceintes parce que alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, c'est mon point de vue. Je considère que si on doit faire une détox, on essaye de la faire avant d'essayer de tomber enceinte. Quand on est enceinte, ça peut, ça veut dire aussi que l'enfant va avoir, le fœtus va aussi récupérer toutes les toxines qu'on ressort, et je pense que c'est pas le bon moment. Et les enfants n'ont pas du tout besoin de faire de cure de détox parce que c'est pas le moment, ils sont en pleine croissance et ils ont besoin de choses. Il faut mieux repartir sur un rééquilibrage alimentaire, mais pas sur une détoxification. En dehors de ça, toute personne peut faire une cure de détox, c'est ce qui va lui permettre aussi d'améliorer sa santé. Voilà, donc quand on a un doute, on n'hésite pas à faire appel à quelqu'un qui saura mieux comment faire et par quel bout commencer.
Alors, le principe de la cure de détox, c'est effectivement de nettoyer. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est épurer, nettoyer et drainer les toxines. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser plusieurs choses. C'est-à-dire que en même temps, il va falloir, on va être dans un régime détox adapté, c'est-à-dire vraiment être dans un équilibre alimentaire qui nous permet de ne pas ramener d'autant plus des toxines, qui va nous permettre vraiment d'être dans quelque chose de léger pour le corps afin qu'il puisse vraiment faire tout son travail de détoxification. Donc, on va être dans un régime adapté. On va aider le corps avec éventuellement de la phytothérapie, alors que ça soit en tisane ou autre. On verra ce qu'on peut faire après. Et puis, on va aider le corps à éliminer avec des exercices physiques adaptés. Pourquoi je parle d'exercices physiques adaptés? Parce que tout le monde n'est pas en capacité, enfin, tout le monde n'a pas les mêmes capacités par rapport aux exercices physiques. Donc, il y en a pour qui ça sera des choses plus importantes. Il y en a pour qui aller faire une balade de 20 minutes ou aller faire des étirements sera déjà quelque chose d'important pour eux. Le sommeil va être une phase très importante puisque c'est le moment où le corps se régénère et c'est également le moment où le corps, le moment du sommeil la nuit est vraiment le moment où le corps se régénère. Pardon, il se régénère et c'est le moment où il se détoxifie puisque le foie travaille durant la nuit pour enlever tout ce qui est dans l'organisme, mais c'est aussi le moment où tout ce qu'on a accumulé dans la journée, dans ce qu'on appelle, pour vous donner le gros mot, le mésenchyme, c'est-à-dire à l'intérieur du tissu, à l'intérieur du tissu, va être ressorti pendant la nuit. Et donc pendant la nuit, il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est vraiment là où le corps arrive à détoxifier. C'est pour ça que le matin aussi, on parle. Enfin, vous voyez très bien le matin quand vous allez aux toilettes, vous avez des urines qui sont beaucoup plus foncées qu'à un autre moment de la journée. Parce que ces urines, eh bien, elles se sont remplies des toxines que vous avez éliminées la nuit. Voilà. Donc, on va dire 3 choses vraiment primordiales, c'est de rééquilibrer son alimentation, de faire de l'exercice physique pour sortir, entre autres par la sueur, hein, voilà, la sueur va permettre aussi de libérer. Le fait de faire de l'exercice physique va aussi permettre au niveau des intestins de mieux faire travailler l'intestin. On va avoir aussi tout ce qui est gestion du stress, puisqu'on a parlé tout à l'heure du fait que le stress ramenait aussi des toxines. Donc tout ça va faire que on va pouvoir détoxifier le corps. Régime adapté, exercice physique, sommeil, ça va être les 3 piliers de votre détox. Et à ça, vous allez rajouter de la phytothérapie qui va vraiment vous permettre d'aller chercher les toxines qui sont un petit peu encrassées. Moi, ce que je préconise, c'est de faire, alors à minima, de faire 2 fois par an, pendant environ, on parle d'environ 21 jours. Hein. Moi, je préconise au moins de le faire 2 fois par an, c'est-à-dire au printemps, donc pile poil en ce moment, et à l'automne, parce que c'est vraiment, alors là on parle de médecine chinoise, mais c'est vraiment les 2 moments de l'année où il y a un gros changement. C'est-à-dire que au niveau de l'hiver, on va être vraiment dans tout ce qui est j'ai fait une erreur dans ce que je vous ai écrit, je suis en train de m'en apercevoir, pardon. Mais au niveau de l'hiver, on va être plutôt dans le foie. Voilà. Je sais pas ce que je me suis trompée. On va être plutôt dans le foie et au printemps, on va être vraiment plutôt dans le rein, dans les choses comme ça. Et donc, du coup, on va avoir 2 types de manières de travailler. C'est-à-dire que au printemps, on va chercher plutôt à drainer les reins. Donc drainer les reins, on va être en ce moment, par exemple, alors je sais que malheureusement, on ne peut pas forcément sortir comme on veut et aller chercher les choses là où on veut, mais en ce moment, on est vraiment dans tout ce qui va être plutôt jus de bouleau.
en hiver, enfin à l'automne. À l'automne, on va être plutôt dans la détox du foie avec tout ce qui est artichaut, radis noir, etc. Mais ça, on va revenir dessus juste après, donc je ne vais pas commencer à rentrer dedans. Voilà, ça c'est pour les principes. Voilà, donc 2 fois par an. Après, on peut le faire à chaque changement de saison, mais il ne faut pas non plus le faire trop souvent, surtout s'il n'y a pas trop de soucis, dans le sens où après le corps il se fatigue et il s'épuise quand même à détoxifier, hein. Hop. Donc moi, je vous propose déjà, avant de faire une détox, de préparer sa détox. Pourquoi? Parce que au moment où vous faites une détoxification, vous avez, alors, selon là où vous en êtes dans votre intoxication corporelle, à un moment donné, vous allez avoir les toxines qui sont là déjà depuis longtemps qui vont ressortir d'un seul coup. Donc, pour certaines personnes, on peut avoir ce qu'on appelle des crises curatives. Alors, les crises curatives, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est pas agréable. Une crise curative, en fonction des personnes, elles vont vraiment se manifester de manière différente. Il y a des personnes qui n'auront rien du tout. Ça, voilà, elles feront leur détox normalement, voilà, elles se sentiront mieux après et il ne se passera rien. Il y a des personnes qui peuvent avoir des maux de tête, qui peuvent avoir des nausées, qui peuvent avoir des boutons qui sortent. Voilà, c'est parce que d'un seul coup, on va remettre en circulation plein de toxines dans le corps. Et ces toxines, ben, il faut qu'elles soient gérées, mais elles n'ont pas le temps d'être gérées, donc elles sortent un peu partout. C'est-à-dire que les maux de tête, c'est quand le foie il est trop chargé. On peut avoir des boutons parce que ouais, les intestins, d'un seul coup, ils n'arrivent plus à gérer ce trop plein de toxines et du coup, faut que ça sorte. Donc, ça va sortir par les glandes sébacées, donc on va avoir des boutons partout. Il n'y a rien de grave. Ça dure, allez, 2 voire 3 jours. Au bout de 3 jours, c'est passé, tout va bien. Mais il est possible que, voilà, il est possible chez certaines personnes que ça passe par là, tout simplement parce qu'il y a tout qui sort. Donc, idéalement, en fait, on va essayer en amont déjà de faire que on puisse ralentir un petit peu les toxines qu'on amène dans le corps. Quand je vous parle de réglage alimentaire, c'est-à-dire limiter un petit peu ce qui peut être difficile à digérer. Alors, ce qui est possible de faire les jours d'avant, par exemple, c'est réduire un petit peu, par exemple, le sucre, réduire un petit peu l'apport de viande ou des choses comme ça. On peut aussi faire une monodiète. Donc une monodiète, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est faire une diète d'une seule chose. C'est-à-dire que, par exemple, pendant une journée ou un repas, vous allez manger que des pommes ou que du riz, ou en fait un seul aliment. Pourquoi? Parce que votre corps, et entre autres votre foie, va pouvoir faire ce processus de digestion très rapidement parce qu'il n'aura qu'un seul type d'aliment à digérer. Et donc, ça va se faire beaucoup plus vite que s'il mangeait beaucoup de choses différentes en même temps. Alors là, j'ai mis un jeûne, mais le jeûne est à proprement parler déjà une détox. Pareil, le jeûne, moi je fais toujours attention parce que attention quand vous faites un jeûne, surtout si c'est la première fois, de le faire en étant encadré. Je trouve que c'est important parce que voilà, il y a des choses qui sont importantes à prendre en compte dans un jeûne, surtout quand on n'en a jamais fait. Mais je rentre pas là-dedans, on va vraiment rester sur tout ce qui est détox. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Je vous bombarde un peu d'informations, hein, mais voilà, certains posent des questions au fur et à mesure, donc c'est très bien. Donc on va continuer si tout va bien pour vous.
Alors, ça, on en a déjà parlé, je le redis vite fait. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est dormir, faire de l'exercice, s'oxygéner et boire. Le signe de réussite quand on sait qu'on est en train de faire une détox qui fonctionne. Qu'est-ce qui va se passer? Pour certains, on va avoir des selles plus abondantes et plus fréquentes. Parce que c'est en train de sortir. Il y en a qui vont avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des urines aux couleurs plus foncées. Le matin, quand on se lève, notre détoxification étant faite, les urines sont plus foncées parce que voilà, il y a toute la détox qui s'est faite. Chez certaines personnes, alors forcément, on transpire plus puisque il y a les sorties un peu dans tous les sens, mais il y a aussi une sueur qui est plus odorante. C'est vraiment, on va avoir quelque chose, on sait que voilà, là, c'est en train de sortir, c'est en train de s'évacuer, et c'est tout ce qui est pas bon qui s'en va. On peut aussi avoir tout ce qui est crachat, glaire, du mouchage plus intense. Euh, Ça correspond vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des cols, il y a des acides, il faut que ça sorte. Ça va sortir par les urines. On va avoir plus d'urine, soit plus fréquente, soit plus foncée. On va avoir des selles qui vont être différentes. On va avoir tout ce qui va sortir par les poumons, tout ce qui va sortir par la peau. Voilà, nos émonctoires vont vraiment être plus sollicités. Ah, et j'ai oublié, pour les femmes, il y a aussi l'émonctoire, il y a les règles, qui sont aussi un émonctoire dont j'ai pas parlé juste avant. Mais voilà, c'est vraiment, les règles font partie d'une capacité du corps féminin à libérer aussi des toxines. D'où le fait que les femmes vivent plus longtemps. Non, non, c'est une blague. Mais voilà, il faut savoir aussi que voilà, quand on n'a plus de règles, naturellement ou pas naturellement, c'est une porte de sortie en moins qu'on a. Donc, pour certaines personnes qui font des détox au moment de leurs règles, il faut savoir aussi qu'on peut avoir des règles beaucoup plus abondantes ou de couleurs plus foncées au départ que d'habitude. Hop, excusez-moi, je bois juste un petit coup d'eau. Pardon, vous avez tout le bruit du. Alors, si on continue. Donc là, on est déjà dans le fait qu'on a réussi on a déjà réussi notre détox, mais il y a toujours le après. Après, si on veut pas que notre corps surcharge, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes. Donc les bonnes habitudes, ça va être manger équilibré, sain et régulièrement. Euh, on va avoir une routine de mouvement, c'est-à-dire, moi quand je parle de mouvement pour l'exercice physique parce que certaines personnes vont s'affoler dès qu'on va parler de sport ou d'exercice physique, et pour certaines personnes, ne serait-ce que faire vous savez, voilà, monter les bras, faire des mouvements de ce type-là, c'est déjà parfois compliqué, et c'est déjà très important qu'elles puissent le faire. Donc avoir cette routine de mouvement, que ça soit des étirements, que ça soit du yoga, que ça soit du qigong, que ça soit de la course, de la piscine, enfin, ce qui vous fait plaisir, essayez de garder un mouvement qui vous convient. Bien dormir, on en a déjà parlé, et la gestion du stress, parce que le stress amène vraiment beaucoup de ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire vraiment de choses assez négatives au niveau du corps et de déchets qui sont très importants. Il ne faudra pas oublier, suite à une détoxification, si on en a besoin, de revitaliser. Alors revitaliser, ça veut dire quoi? Quand on fait une détox, forcément, on va éliminer des choses, mais on va éliminer du mauvais, mais on va aussi éliminer du bon. C'est-à-dire que forcément, quand on va faire sortir plus de toxines, il y a aussi éventuellement certaines vitamines, enfin des choses qui sont bonnes pour notre corps qui vont aussi parfois sortir. Et donc, il est intéressant par moment de refaire une petite cure de vitamines ou de choses comme ça si on en a la nécessité juste après.
Mais ça, c'est toujours pareil, je le redis encore. Euh, Prenez avis auprès de quelqu'un si vous en avez la nécessité, parce que c'est toujours mieux d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui s'y connaît et qui voit comment on peut faire. Donc maintenant qu'on a vu en général comment ça se passe, je vais essayer de vous expliquer petit à petit ce qu'on peut faire en fonction des émonctoires. Voilà, si on sait par exemple qu'on a certaines problématiques récurrentes, on peut essayer de travailler un peu là-dessus. Je vais vous donner aussi des conseils en phyto, etc. C'est vraiment toujours quelque chose, je le redis, mais parce que c'est très important. Ne prenez pas de compléments alimentaires, ne prenez pas de phytothérapie tout seul. Alors, je donne tout le temps cet exemple, mais parce que je le trouve très parlant. Quelqu'un un jour m'a dit je prends des oméga 3 en complément alimentaire parce que je sais que c'est bien pour le cerveau, c'est bien pour ceci, c'est bien pour cela. Sauf que cette personne était également sous fluidifiant sanguin. Il faut savoir que les oméga 3, c'est déjà des fluidifiants sanguins, ce qui veut dire que cette personne prenait un médicament qui fluidifiait le sang et qu'en plus, elle venait rajouter des oméga 3 qui sont aussi des fluidifiants, sans le savoir. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, elle doublait sa fluidification, ce qui peut provoquer des gros problèmes internes comme des hémorragies internes. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste parce que c'est important vraiment de savoir ce qu'on prend, ce que ça a comme effet. Voilà, je redis juste ça parce que c'est quand même très très important à prendre en note. Donc maintenant, si on parle du foie, je vous l'ai expliqué juste avant, le foie il neutralise les substances toxiques contenues dans le sang et les intestins. Le foie, c'est vraiment, moi je l'appelle la station d'épuration. C'est vraiment là où tout arrive, tout est brassé. Il va dire, ok, toi tu vas là, toi tu vas là. Il va vraiment tout digérer, si on peut dire ça comme ça. Alors, je vous ai mis des exemples. Hein, alors, il y a un peu des gros mots, des toxines colloïdales. C'est vraiment tout ce qui est écoulement, pu, etc. C'est vraiment les cols dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir aussi que c'est lui qui va aller gérer les médicaments. Les médicaments, pour la plupart, ont un côté acidifiant, donc c'est aussi à prendre en compte. Et attention, même s'ils ont un côté acidifiant, on n'arrête pas ces médicaments. Voilà, même si on sait qu'on est un peu en acidification, on n'arrête pas ces médicaments. C'est juste pour préciser qu'ils sont pour la plupart acidifiants. Ensuite, ils vont aussi aller gérer tout ce qui est produits chimiques de synthèse, les toxines de la putréfaction intestinale. Ah, ça, c'est quelque chose de super sympa. C'est tout simplement les gaz qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'il y a une partie des gaz que l'on a qui vont repasser dans le sang et qui vont venir être gérés par le foie. Et puis, c'est également le foie qui va gérer la dégradation de toutes nos hormones. D'où, pour certaines personnes, quand il y a du trop-plein hormonal, c'est les périodes où le foie fonctionne un peu plus difficilement. Hop. Donc, ah ben non, ça marche pas. Hop. Donc, le foie. Comment est-ce qu'on peut voir qu'il est pas en trop bon état? La première chose que l'on peut voir et que l'on peut regarder, enfin moi que je vois en tout cas, il y a deux choses. Il y a deux choses que je vais aller voir, c'est la coloration de la peau et des yeux. Parce que s'il y a une coloration légèrement, vous savez, c'est un peu comme la jaunisse. Voilà, la jaunisse qui amène des colorations de la peau et de l'intérieur des yeux. On va avoir une coloration jaunâtre. La deuxième chose que je regarde chez les personnes qui viennent me voir en consultation, c'est leur langue. Parce qu'il faut savoir, parce que voilà, on peut savoir entre autres avec la couleur de la langue si il y a comment on appelle ça, une pâte blanche. Je sais pas tout à fait ça que je veux dire, mais si la langue est très blanche et un peu pâteuse comme ça, il est possible qu'il y ait un problème au niveau du foie aussi. Enfin, c'est pas un problème, c'est que le foie est un peu surchargé.
Voilà, donc ça, c'est vraiment déjà des choses que je peux aller voir très facilement. Les choses aussi qui vont nous permettre de savoir qu'il y a un foie un peu engorgé, ça va être tout ce qui est troubles digestifs et ballonnements. Entre autres aussi tout ce qui est lourdeur après les repas. Voilà, quand on a envie de dormir tout de suite après le repas, ça peut aussi venir de là, un foie qui est un peu paresseux. On va avoir des nausées, des vertiges, on va avoir des intolérances alimentaires au gras. C'est-à-dire que dès qu'on va manger du gras, tout de suite, on va se sentir pas bien, ça va être difficile de digérer. Vraiment, c'est quelque chose qu'on supporte plus. On peut avoir des picotements au niveau du foie. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Voilà, enfin, de toute façon, vous les avez lus. Mais ça, c'est vraiment des signes que le foie, éventuellement, est un peu, voilà, un peu de mal à travailler parce qu'on l'a un petit peu, on l'a un petit peu trop sollicité. Il n'arrive plus à assez bien aller faire son travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, ce pauvre foie? Oui, bah ça c'est ce qu'on a dit juste avant, hein, l'alimentation, les causes, c'est l'alimentation surchargée, le trop d'hormones à éliminer, le trop de médicaments. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider? On va l'aider par un drainage hépatobiliaire, donner le terme exact. Alors le drainage hépatobiliaire, on va pouvoir le travailler avec la phytothérapie, des plantes, comme c'est ce qu'on appelle les plantes amères, c'est-à-dire l'artichaut, le radis noir, le pissenlit, l'olivier. C'est un exemple, hein. Il y en a d'autres, mais c'est quatre, je ne vais pas vous en donner trop, ça ne sert à rien. Celles qui sont plus connues, voilà, ça va être ces quatre-là. Pourquoi? Parce alors, elles ont toutes des propriétés un tout petit peu différentes. Certaines vont venir travailler uniquement sur le foie, d'autres vont venir aussi travailler sur la vésicule biliaire, donc cette petite boule qui est en dessous du foie et qui permet vraiment d'aller activer la digestion, enfin qui vont faire des enzymes qui vont permettre la digestion. Et puis il y en a certaines qui vont aussi permettre aux intestins de se libérer mieux. Il faut savoir qu'entre autres, par exemple, le pissenlit est à la fois un draineur hépatique et un draineur au niveau du rein. Voilà. Donc, il a double fonction. Mais souvent, vous trouvez des compléments alimentaires, des complexes qui mélangent plusieurs plantes parce qu'elles ont des actions différentes, mais qui se complètent. Voilà, donc ça c'est vraiment le type de produits que l'on peut trouver, qui sont très très bien. Donc là, si vous vous rappelez bien, on a plutôt parlé de faire ce drainage-là au moment de l'automne. Vraiment être sur un drainage du foie plutôt en automne. Mais si vous sentez qu'en ce moment, c'est plutôt une période où vous auriez besoin de drainer votre foie parce que ça va pas, bah, c'est aussi une période où vous pouvez le faire. C'est pas automatiquement en automne. Mais c'est plus conseillé en automne. Ensuite, je vous ai parlé d'un régime d'épargne pancréatique. Alors ça, c'est le régime d'épargne pancréatique. On est vraiment sur quelque chose où on va éviter, on l'appelle comme ça parce qu'on essaye de ne pas faire travailler le pancréas outre mesure. Donc, on va être sur des choses légères, c'est-à-dire pas de viande, alors, pardon, je réponds juste à la question. Automne ou hiver pour le foie? Le foie, c'est plutôt automne. Voilà, on parle automne pour le foie et printemps les reins, pardon. Donc, disons que automne, on va parler plutôt fin octobre, début novembre, c'est bien. Voilà, alors le régime d'épargne pancréatique, on est vraiment sur quelque chose qui allège, donc on évite la viande, on évite le fromage, on évite le sucre. Alors je vous entends déjà me dire mais on mange plus rien. Non, je dis on évite, c'est-à-dire qu'on réduit et on essaye de trouver des alternatives qui permettent au corps d'être allégé et de ne pas trop travailler, en tout cas pendant un temps. La bouillotte sur le foie, c'est aussi quelque chose qui travaille très très bien, c'est-à-dire que avoir du chaud sur le foie, c'est très très bien pour lui. Ça lui permet vraiment de travailler au mieux.
Et on va avoir des eaux minérales aussi qui vont nous permettre de travailler type Épar. Épar est une... alors j'ai aucune action chez Épar, mais Épar fait partie des eaux minérales qui permettent de faire travailler le foie. Voilà, donc ça, c'était pour le foie. Je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va passer aux intestins. Alors, le rôle des intestins, c'est bien évidemment d'évacuer les toxines par les selles. Donc, on va être dans le même type que les intestins, sauf qu'il y aura vraiment que la partie intestinale. Et donc, on va être dans tout ce qui est toxines colloïdales, toxines de putréfaction. Alors, il faut savoir que ça, ça permet des fois, certaines personnes sont parfois choquées, mais la normalité, quand on parle d'intestin qui fonctionne bien et d'une digestion qui fonctionne bien, c'est d'avoir des selles 2 à 3 fois par jour. On va dire plutôt en moyenne 2. En delà, on considère qu'on commence à être dans la constipation. Au-delà, on commence à être dans des problèmes de diarrhée. Alors, je vous ai parlé des jonctions desserrées. Ouais, les jonctions. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet parce que c'est une maladie, enfin, c'est une maladie. C'est ce qui entraîne certaines maladies des intestins. Pour faire très très court et pour pas rentrer trop dans le détail, je vais essayer de vous montrer comme ça. Grosso modo, normalement, notre intestin est comme ça. Quand on a un problème intestinal ou qu'on a une paroi qui est un petit peu, abîmée, il se peut que ça devienne comme ça. Et de ce fait-là, il y a des choses qui vont passer ici qui ne devraient pas passer, et ça peut entraîner certaines problématiques. D'où on a des problèmes après au niveau de l'intérieur du corps, des allergies ou des choses comme ça qui se mettent en place, mais je ne vais pas plus rentrer dans le détail. Le problème des diarrhées, donc ça c'est le problème des constipations. Le problème des diarrhées, c'est que du coup on n'assimile plus non plus les nutriments dont on aurait besoin, puisqu'ils sortent trop rapidement. Voilà, je rentre pas trop plus dans le détail. Alors, les intestins. Les causes, effectivement, c'est forcément une alimentation surchargée. On va parler aussi de candidose. Alors, pour faire rapide au niveau de la candidose, c'est une maladie des intestins où en fait on a un champignon qu'on a habituellement au niveau des intestins qui est là en trop grosse quantité et donc qui amène des problématiques au niveau des intestins. Je rentre pas plus dans le détail. Les antibiotiques vont aussi, il faut savoir que ça détruit complètement la flore intestinale. La flore intestinale, c'est ce qui nous permet d'avoir un bon fonctionnement des intestins. C'est pour ça que souvent on parle de prendre des probiotiques après avoir pris des antibiotiques. Voilà, il faut savoir que les antibiotiques qui sont nécessaires par moment ont quand même ce désavantage de détruire la flore intestinale. Alors les fermentations digestives, ça, c'est quand on mange trop vite, quand on mange pas assez, quand on ne mâche pas assez, quand on mélange trop de choses, il se peut qu'au niveau de tout ce qui est pas bien digéré, ça fasse un malaxage dans l'estomac, puis ensuite dans les intestins, et que du coup, ça fasse de la fermentation, des gaz, etc. Et tout ce qui est produits chimiques qui irritent la muqueuse intestinale. Donc, on reparle forcément des antibiotiques, des insecticides, des additifs, de certains médicaments, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut permettre aux intestins d'aller mieux? Déjà par une alimentation avec plus de fibres, forcément s'il y a de la constipation. Donc, je n'apprendrai rien, je pense, en parlant de fruits, de légumes, hein.
Au niveau de la phytothérapie, on va pouvoir aller travailler sur des plantes telles que la mauve, le réglisse, la boldo, parce que c'est des plantes qui, entre autres, vont permettre d'éviter les spasmes intestinaux et donc vraiment de calmer les intestins. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lavements. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne parle pas des lavements à la petite poire, etc. C'est vraiment, alors je parle plutôt de, pour vous donner le nom, d'hydrothérapie du côlon, où vraiment il y a tout un mécanisme où on va vraiment venir nettoyer vraiment les intestins. Pour vraiment enlever toutes les villosités, enfin tout ce qui s'accroche à la paroi de l'intestin. Donc ça, c'est une technique particulière qui se fait chez des spécialistes. Hein. Ensuite, on peut très bien masser son intestin. Ça va vraiment permettre aussi de débloquer le. Alors, on masse l'intestin quand on est constipé, pas forcément quand on est en diarrhée, hein, parce que sinon on y va un peu plus vite. Et puis l'exercice physique. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont permettre de réguler les problèmes intestinaux. Moi, j'aime bien parler également du pollen parce que c'est quelque chose qui va aider aussi les intestins à... Alors le pollen, je parle du pollen que l'on achète, le pollen de fleurs qui s'achète et pour lequel on peut manger une cuillerée par jour pour vraiment permettre d'assainir la flore. Et permettre que la régulation en fait du transit. Voilà. Donc ça, c'était pour les intestins. Maintenant, si on passe aux reins. Donc, je vous l'ai dit juste avant, les reins éliminent les acides via les urines. Donc, c'est vraiment le sang qui va être filtré au niveau des reins et qui va permettre d'éliminer toutes les toxines qui sont dans les urines. Excusez-moi. Alors, hop. Allez, un petit challenge comme ça. À votre avis, la normalité, avant que je vous montre, juste comme ça pour savoir, à votre avis, la normalité, c'est environ combien de fois par jour d'aller uriner quand on boit normalement pas trop et combien de fois par jour? J'attends vos réponses. Alors, 5, 8, 6, 8, 7, 6 à 10, 6. Bon, vous êtes pas mal. Ou 10, 8. Bon, alors forcément, en fonction des uns et des autres, hein, c'est pas, on n'est pas tous pareils. Alors 3, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Les mictions, quand on boit à peu près normalement, c'est environ 5 par jour. C'est environ 5 par jour, mais c'est toujours bien évidemment en fonction de si on sue pas, si, le sport qu'on fait, etc. Il faut savoir que pour savoir si nos urines sont à peu près normales, c'est environ 5 mictions par jour, mais c'est surtout la couleur de vos urines. C'est-à-dire que une urine qui est toute claire, c'est qu'à un moment donné, on fait, d'ailleurs ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, une urine qui est toute claire, on fait trop travailler les reins. Parce que y a un moment donné, ils font un travail pour rien, qui sert à rien. Il faudrait que votre urine, alors je ne parle pas de l'urine du matin qui bien évidemment va être une urine plus foncée, mais il faudrait que l'urine de la journée soit environ de couleur jaune citron. C'est environ jaune citron. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir à peu près une visibilité sur le fait de savoir si vous buvez assez, pas assez, etc. Parce que donc si c'est bouché, si jamais on a un problème au niveau de la miction, on va avoir des urines qui vont être décolorées, c'est ce que je vous disais, donc des urines
Alors, pourtant, le médecin conseille que les urines soient presque incolores. Oui, parce que du coup, il n'y a plus de déchets, mais en même temps, si on va uriner 15 fois par jour parce qu'on a des urines toute la journée sans couleur, ça veut dire que le rein travaille quand même de manière très dense. Et je pense pas que ça soit. Alors, le fait que ça soit presque incolore, oui, mais pas tout le temps. Il est possible qu'on boive un peu trop. Après, on dit toujours il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que là, c'est trop tard. Mais disons qu'il faut être entre les deux et effectivement faire attention de ne pas faire trop travailler le rein qui, à un moment donné, pourrait aussi se fatiguer. J'espère avoir répondu à vos questions. Enfin, quoi qu'il en soit, d'accord. Quoi qu'il en soit, là où il y a vraiment problème, c'est quand les urines sont foncées et odorantes. Là, on ne boit pas assez. On ne boit pas assez ou on a un problème de toxines qui ne sont pas assez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand les urines sont foncées et odorantes, c'est vraiment qu'on élimine les déchets. Mais on les élimine vraiment de manière très. En dehors d'une détoxification, pardon. Je remets le contexte. En dehors d'une détoxification, quand on a les urines très foncées et très odorantes, c'est qu'il y a trop de toxines dans le corps qui circulent en même temps. Et du coup, effectivement, il peut y avoir un problème au niveau euh, des reins. Je me rends compte que c'est pas les intestins, hein. J'ai fait une faute. On est bien sur les reins, hein, mais j'ai fait une faute dans le titre. Voilà, pardon, je reviens. Donc, la cause de l'acidose, la cause c'est l'acidose, donc je vous redis, l'acidose peut être due à tout ce qui est au niveau alimentaire. On reparle de la viande, du sucre, du laitage et de tout ce qui est. Alors après, vous pouvez. Alors ça c'est une indication. Vous pouvez, par rapport aux aliments, à toute l'alimentation acide, vous pouvez aller trouver sur Internet ce qu'on appelle les tableaux PRAL, P-R-A-L. Il ne faut pas se fixer que là-dessus, mais ça donne une bonne indication sur les aliments qui sont acidifiants ou pas. Je parle bien d'acidifiants et pas d'un goût acide. C'est pas la même chose, hein. Des aliments acidifiants. Vous pouvez vous référer au tableau PRAL, P-R-A-L. Ça vous donnera une bonne base. Donc l'acidose, c'est dû à une alimentation trop acidifiante, mais aussi à un manque d'oxygène et aussi à trop de stress. Voilà, le stress amène vraiment une acidification dans le corps. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Alors, on a la vieille recette de grand-mère avec le cataplasme d'argile ou les feuilles de chou, mais qui fonctionnent bien et qui permettent vraiment d'attirer les acides là où c'est compliqué. Et puis pour libérer au niveau alors pour le coup de l'urine, on va être vraiment dans des plantes type reine des prés, pissenlit, aubier de tilleul, bouleau, busserolles, bruyère. Par contre, je le redis, attention, c'est des diurétiques, donc qui vont nous faire extrêmement aller aux toilettes. Attention à bien boire de l'eau tout court parce que on va avoir à un moment donné aussi un problème on peut avoir un problème de déshydratation. Donc alternez bien tisane ou complément alimentaire et le fait de boire de l'eau tout court. Les plantes vont venir vous aider, mais attention à ne pas se déshydrater. Par contre, il y a encore autre chose. Ces plantes-là, je le redis, attention. Par exemple, si on parle d'aubier de tilleul, quelqu'un qui a qui a déjà fait des calculs rénaux, attention, parce que ça peut vraiment faire ramener les calculs, les déplacer. Du coup,
On a une colique néphrétique qui n'est pas du tout agréable, hein, d'après ce que j'entends. Voilà, donc toujours pareil, faites attention, faites-vous conseiller sur ce qui est possible de prendre ou pas. Ça, donc, c'était pour les reins. Ensuite, on va passer à l'émonctoire peau. Donc, on en a parlé, ça élimine les acides, mais aussi les cols, qui ne peuvent pas être évacués par l'émonctoire principal, c'est-à-dire pour les acides, le rein, et pour les cols, intestin. Donc, on va parler d'abord des glandes sudoripares. Donc, pour tout ce qui concerne, donc sudoripare de la sueur, hein, donc pour tout ce qui concerne les acides. La normalité, c'est d'avoir une peau qui transpire lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il y a un exercice, un effort physique. Ça, c'est la normalité. Par contre, si vous ne transpirez jamais ou uniquement sous les aisselles, si votre sueur a une odeur très forte, plus l'odeur est forte, plus il y a des toxines à éliminer. Mais si jamais vous ne transpirez pas, quelqu'un qui ne transpirerait jamais, à partir du moment où il fait chaud et qu'il y a un effort physique, etc. de fait, c'est qu'il peut y avoir un problème d'émonctoire bouché. Donc, comment est-ce qu'on va... Ah oui, non, attendez, j'ai fait un truc sur les glandes sébacées. Donc, il y a les glandes sudoripares, les glandes sébacées. Donc, les glandes sébacées, c'est vraiment tout ce qui va faire qu'on a des boutons ou des choses comme ça. Si on a une normalité, on est dans une peau souple et lubrifiée. À partir du moment où ces glandes sont bouchées, on peut avoir trop de sécrétion. Et ça, c'est là où on a des problèmes de peau grasse, par exemple. On peut avoir pas assez de sécrétion. Et du coup, on est plutôt dans quelque chose à la peau très très sèche. On peut avoir vraiment les canaux, hein, qui vont être très bouchés. Et là, on va avoir un point noir. Et si en plus il y a une infection bactérienne, on va être dans des choses type acné, furoncle, choses dans ce type-là, pardon. Donc comment est-ce qu'on va aider la peau? Alors c'est toujours pareil, c'est les surcharges alimentaires, mais comment est-ce qu'on va aider la peau à se désengorger, à permettre de sortir les toxines? On va parler par exemple de friction sèche. Alors la friction sèche, c'est tout simplement quand on prend par exemple un gant de crin et qu'on va venir frotter la peau. Voilà, on frotte la peau avec son gant de crin pour enlever toutes les peaux mortes. Donc là, on va vraiment le faire à sec. Et ça permet vraiment d'éliminer les premières couches pour pouvoir ensuite permettre à la peau de mieux fonctionner. On en a parlé, mais bien évidemment, l'activité physique avec le fait de suer et donc en suant, on élimine les toxines. On va voir tout ce qui est hydrothérapie. Alors ça, c'est sauna, hammam, qui vont pas le sauna, le hammam ne travaillent pas de la même manière, donc on peut faire les deux. Mais c'est vraiment, ça va permettre aussi d'ouvrir les pores et donc de permettre à la transpiration, entre autres, de sortir, mais aussi à d'autres toxines. Si on n'a pas l'occasion de faire des saunas et des hammams, parce que je ne suis pas sûre qu'en ce moment tout le monde ait un sauna et un hammam chez soi, donc on peut éventuellement se faire un très bon bain chaud, et être dans une salle de bain où on peut éventuellement mettre un peu de chauffage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de possible. Ça va permettre d'ouvrir les pores et on peut aussi faire un bain chaud et se faire une friction juste après, comme on le ferait au hammam, parce que ça va permettre d'enlever les peaux mortes et en même temps d'ouvrir. On peut même, si on le veut, mettre dans le bain des plantes
Oui, on peut mettre des plantes dans son bain, type, ce qu'on appelle des plantes sudorifiques, comme vous le voyez en dessous. Donc de la bardane, de la bourrage, de la pensée sauvage, de la camomille, du sureau. Ça, c'est vraiment des plantes qui vont vous permettre de, entre autres, de suer, entre autres, de réguler la peau, toutes les petites glandes sébacées, etc. Donc, vous pouvez mettre ces plantes-là dans votre bain. Vous pouvez mettre ces plantes-là dans des tisanes. Vous pouvez aussi les prendre en complément. Il existe aussi plein de compléments par rapport à ça. On peut aussi utiliser des huiles essentielles en massage qui vont nous permettre d'ouvrir aussi ces pores. Entre autres, on peut utiliser la camomille. Ça permet aussi d'ouvrir. Pareil, les huiles essentielles avec beaucoup de précautions. Enfin, on arrive sur les poumons. Donc les poumons, on en a parlé, ça élimine les déchets gazeux et les cols. Donc vraiment tout ce qui peut plus être comme avant évacué par les émonctoires primaires. Donc une normalité pour les poumons, c'est d'être avec une respiration calme et posée. Si c'est bouché, on va avoir tous les problématiques d'irritation des muqueuses pulmonaires. Donc on va avoir tous ces problèmes d'asthme, de toux sèche, etc. Ou alors, donc tout ce qui est sec, c'est vraiment quand il y a l'acide qui sort, et tout ce qui est tout gras, nez qui coule, glaire, c'est vraiment toutes les cols. De rien. Donc je continue. Voilà, alors. Donc, vous comprenez bien que dans la peau comme dans les poumons, on peut avoir deux types de choses différentes, hein. Vraiment, on peut avoir des choses qui vont être comment je pourrais dire ça? On va avoir pas des informations, on va avoir des manifestations. Voilà, j'ai trouvé le mot. On va avoir des manifestations qui vont être différentes, mais parce que c'est pas les mêmes choses qui vont avoir besoin de sortir. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler au niveau des poumons? On revient toujours à la surcharge alimentaire. Forcément, si on met moins de toxines au niveau de notre organisme, il y en aura moins à éliminer. Mais les choses qui existent, c'est des exercices de respiration, tout simplement. Alors, dans des exercices de respiration, ça va vraiment être d'avoir des inspirations profondes, entre autres qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer le diaphragme, parce que ça va vraiment permettre aux poumons de, voilà, alors je ne sais pas si on voit bien, mais vraiment en libérant les épaules, en ouvrant la cage thoracique, en chantant par exemple, en parlant, en respirant de manière avec le nez et en expirant avec le nez, un peu à la manière des yogis, hein. On va avoir tout ça qui va vraiment permettre aux poumons de s'agrandir et de pouvoir mieux sortir les déchets. De la même manière que les exercices physiques vont amener les poumons à vraiment se dilater et à permettre d'avoir plus à mieux travailler et vraiment aller chercher en profondeur. Donc dans la phytothérapie, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? On va pouvoir utiliser des plantes, alors ce qu'on appelle expectorantes, c'est-à-dire qui vont permettre de cracher. Je dis de rien à tous ceux qui s'en vont au fur et à mesure, c'est avec plaisir, mais je continue. Voilà, donc on va avoir des plantes expectorantes, on va avoir des plantes calmantes, donc qui vont permettre de calmer la toux. Alors les expectorantes, on va avoir par exemple le bouillon blanc. On va avoir le bouillon blanc, par exemple, c'est une expectorante. Les calmantes, par exemple, on va retrouver le coquelicot.
Ça, c'est une plante qui est calmante au niveau des voies respiratoires. Les fluidifiantes, on va avoir les fluidifiantes, on va avoir par exemple, que je vous dise pas de bêtises, pardon, je suis en train de trouver un autre truc en même temps. Est-ce que vous donnez là? Alors, les plantes que je suis en train de donner, c'est ça la question? Est-ce que c'est les plantes que je suis en train de donner sont contre les acides et les cols? Oui. Alors, l'expectorante, par exemple, vont être des plantes qui vont permettre de faire sortir. Donc, faire sortir, ça veut dire sortir les glaires. Donc, l'expectorante va être plus liée au col. Les calmantes, elles vont être liées à la fois au col et à la fois aux acides parce que on va avoir, pour les acides, on va avoir plutôt quelque chose au niveau de la toux sèche et au niveau des cols, on va avoir quelque chose avec de la toux grasse. Mais c'est quand même des plantes qui à un moment donné, on tousse et c'est pas agréable et ça se calme pas. Il faut quand même qu'on puisse à un moment donné calmer le fait qu'il y ait des spasmes au niveau ici, là, hein, tout ce qui est ici, parce que quand on tousse gras, c'est pour faire ressortir les glaires, et quand on tousse sec, c'est parce qu'il y a toutes les petites poussières, etc., qui ont besoin de sortir. Donc le coquelicot, par exemple, va jouer sur les deux. Les fluidifiantes, on est plus sur quelque chose au niveau des glaires, puisque l'idée, c'est vraiment de faire couler, les glaires. Et du coup de ne pas être dans quelque chose qui va amener vers une inflammation. Voilà, ça répond à votre question? Oui, exemple de fluidifiant. L'exemple de fluidifiant, on va être par exemple, alors je vais vous donner l'eucalyptus. L'eucalyptus, ça va permettre de fluidifier. Super, si j'ai répondu à la question. L'eucalyptus. Après, on va pouvoir avoir quelque chose comme le thym. Le thym alors le thym va en même temps fluidifier et en même temps il va assainir. C'est vraiment, il va permettre de nettoyer tout. Et en vous parlant d'eucalyptus, donc je rebondis aussi sur l'inhalation par exemple. Donc on peut utiliser ces plantes en inhalation, entre autres avec les huiles essentielles. Toujours attention avec les huiles essentielles, mais on va pouvoir utiliser des huiles essentielles d'eucalyptus, des huiles essentielles, vraiment un peu tout ce qu'on trouve en hiver, hein, les huiles essentielles de pin, les huiles essentielles de cyprès. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser pour toute la sphère pulmonaire. Et enfin, je vous ai marqué le bol d'air jacquier parce que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé pour les gens qui ont des problèmes pulmonaires et qui, alors je ne sais pas si vous connaissez, donc je vous en parle très très rapidement. C'est vraiment un outil que l'on utilise, où l'on va on va respirer en fait de l'air très purifié à base d'essence de sapin, enfin de type sapin, et vraiment de l'air très purifié. Donc on fait ça pendant 5-10 minutes et ça permet vraiment de ramener de l'oxygène, de ramener des choses, de l'air pur en fait, tout simplement. Oui, j'aurais exemple pour la diminution d'inflammation. Alors la diminution de l'inflammation, elle va de toute façon passer par le fait que l'on travaille le tout. C'est-à-dire que l'inflammation, en fait, le problème de l'inflammation, c'est que plus on tousse, plus on est inflammé, plus qu'est-ce que je peux vous dire? Le nez, c'est pareil, plus on va aller moucher le nez, plus alors effectivement, on fait sortir ce qu'il y a dedans, mais en même temps, ça amène des inflammations. Donc, ce qu'il faut pour réduire l'inflammation, c'est réduire toutes les choses de base. Donc, on va déjà essayer de calmer le fait qu'il y ait moins de glaire, le fait qu'il y ait moins de tout. Mais pour diminuer l'inflammation, il va de toute façon falloir aller chercher vraiment la cause de la cause.
Donc là, c'est vraiment un travail de fond à faire pour savoir d'où viennent ces problèmes-là. Est-ce que ça répond à votre question ou pas trop? Ça marche. Euh, alors le bol d'air Jacquier, c'est pas vraiment un inhalateur, c'est vraiment un outil, c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on va retrouver dans certains. Alors maintenant, il y a des instituts de beauté qui le font, mais il y a aussi certains praticiens qui ont cet appareil. C'est vraiment un appareil particulier qu'on utilise pour ça, hein. De rien. Moi, je vous ai bombardé de pas mal d'informations. Là, on arrive un petit peu au bout de ce que moi, je voulais vous dire. Donc, je vous propose vraiment de me poser des questions, si vous en avez envie. Je vois juste que, juste pour rebondir sur ce que dit Émilie, avant de partir, il y a un lien vers un... Voilà, elle l'a remis. N'hésitez pas à aller sur ce lien. Et je vous invite vraiment à me poser vos questions, si vous en avez. Ou alors c'est que j'ai été super claire et qu'il n'y a aucune question. Alors, comment savoir si nous sommes dévitalisés avant de commencer une détox? C'est que vous sentez. Alors, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de vraiment, je pense, de. Vous allez le sentir par rapport à des problèmes de maladie où vraiment vous vous sentez vraiment très faible. Si vous avez un doute, après, ben il faut. La meilleure des choses, j'ai envie de dire, c'est de consulter. J'ai envie de dire de consulter un naturopathe. Voilà, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Mais à savoir soi-même, c'est vous qui allez le sentir. En fait, si vous vous écoutez, vous allez sentir si vraiment il y a un souci. Alors attendez, du coup, c'est arrivé en plein avec ça en même temps. Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Vanessa. Alors, juste avant que tout le monde parte, juste si vous voulez, j'aurai, je pense, d'autres actions. Après, je continue à répondre aux questions. Il y a d'autres actions qui se mettront en place. Si jamais vous voulez des informations, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous le remets juste en dessous. Mais vous pouvez m'envoyer un mail pour d'autres informations, pour savoir ce qui se passe, etc., de mon côté. Voilà, c'était juste l'information. Alors, je vais reprendre les questions les unes après les autres. Alors, peut-il y avoir une raison alimentaire à l'apparition sur la peau des boutons blancs, essentiellement autour des yeux? Il peut. Comme je le disais, c'est très compliqué pour moi de répondre à ce type de questions parce que ben, en naturopathie, on prend la globalité des gens. C'est très compliqué de répondre à cette question de manière très générale. Mais effectivement, ça peut être un problème de surcharge colloïdale, par exemple. La détoxification qu'on fait, alors au printemps, on va être plutôt sur la détoxification du rein avec entre autres jus de bouleau, pissenlit, etc. Et en automne, on va être plutôt sur la détoxification du foie avec artichaut, radis noir, etc. Alors, j'aimerais une explication sur le foie surchargé, les causes trop d'hormones à éliminer, qu'est-ce que ça recouvre?
Alors un foie surchargé, ça peut être, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le foie, c'est notre station d'épuration. Donc en fonction de ce qu'on mange, en fonction de nos antécédents, en fonction des médicaments qu'on a pu ou pas prendre, etc., on va avoir, on va avoir un foie qui est plus ou moins surchargé. Euh, je j'aimerais sur les fois surcharger les causes. Les causes peuvent être très très multiples, mais je parlais d'hormones parce que par exemple, quand on est en période de préménopause, c'est une période où il faut vraiment chouchouter son foie parce que on a d'hormones qui sont fabriquées en même temps, de la même manière que quand on est enceinte. Bah, ce foie, il a du mal parfois en fait, enfin, à détruire toutes ces hormones, parce que c'est vraiment lui qui va détruire les hormones. Je prends au fur et à mesure, je sais pas si j'ai répondu. Vanessa, j'ai très très déshydratée. Moi, je suis pas sûre. Enfin, là, a priori, mais c'est vraiment une généralité, très très déshydratée, j'aurais tendance à faire d'autres choses avant. Mais comme dit, là, il faudrait vraiment pousser un peu plus loin. Et du coup, moi, je pense qu'il y a d'autres choses il y a d'autres choses à faire avant de faire une cure de détox. Mais voilà, je pense qu'il faut aller voir plus loin. Je peux pas répondre comme ça. Mais en privé, on peut voir. Ok, donc j'ai répondu. Est-ce un problème de faire chaque détox à chaque période de l'année? Euh, Bien la question en fait. C'est-à-dire faire détoxifier toutes les sorties en même temps? Je sais pas si c'est ça la question. C'est pour Dorothée. Est-ce que du coup, oui, la sève de bouleau, c'est bien maintenant. Si vous pouvez en avoir, c'est très très bien en ce moment parce que la sève de bouleau, elle va vraiment avoir une action sur les reins. Oui, c'est ça. Donc la sève de bouleau a plutôt une action maintenant sur les reins. Euh, et du coup, elle a aussi tout le côté où elle ramène des minéraux. Donc en ce moment, elle est très très bien, la sève de bouleau, et l'artichaut plutôt en automne parce qu'on va plutôt travailler sur le foie. Mais voilà, après, c'est à chacun de s'écouter et de savoir plutôt, voilà, si on sait que le foie est pas très très bien en ce moment, bah, peut-être qu'il faut aller détoxifier le foie. Voilà. Est-ce que, Dorothée, j'espère avoir répondu à votre question. Super. Vanessa, alors moi je pense qu'il s'agit, alors a priori comme ça, mais c'est très 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 compliqué de parler comme ça. Comme dit, il faut vraiment aller pousser un petit peu la démarche, mais je pense plutôt qu'il y a un souci au niveau des acides gras. Mais voilà, je peux pas entre deux portes comme ça vous dire que c'est forcément ça, mais je pense plutôt qu'il y a un problème d'acide gras qui est pas assez. Vous êtes peut-être en manque d'acide gras. Les probiotiques, alors là, ça dépend complètement, ça dépend de ce que l'on mange, parce qu'il y a pas mal d'aliments qui sont faits de probiotiques. Euh, Mais puis ça dépend, quand on fait une cure d'antibio, ben, on fait une cure de probiotiques en même temps. Ça dépend si on a des soucis intestinaux ou pas. Ça, voilà, c'est toujours pareil, c'est très compliqué de répondre comme ça.
En fonction de votre alimentation, il y a besoin de supplé ou pas, en fonction bah, de ce que vous êtes, etc. Il y a toujours, c'est toujours très très compliqué de répondre à des questions personnelles ainsi. Et je sais que c'est frustrant pour vous, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Lien foie et intestin, l'un impacte l'autre si bouché. Alors, le foie, s'il va pas bien, il va pas permettre de faire une bonne digestion. Donc forcément, s'il n'y a pas une bonne digestion, il y a un impact sur les intestins. Et les intestins, s'ils sont bouchés, il y a un moment donné, tout ce qui, il y a le sang passe au niveau des intestins pour revenir vers le foie. Donc effectivement, il y a un impact de l'un sur l'autre continuellement. Dorothée, il est nécessaire d'avoir un avis médical par rapport à quoi? Oui, alors pour répondre, Myriam, effectivement, je fais des conférences en ce moment en visio, donc aucun souci. Vous me contactez par rapport à mon site internet. Je le remets encore une fois. Mais bon, après, Myriam, tu m'appelles. Mais n'hésitez pas à m'appeler pour des entretiens individuels. Alors, à chaque fois que l'on prend une détox, Dorothée, non, Myriam, pardon, oui, oui, c'est une séance individuelle. Je fais des entretiens individuels. Pardon, je me suis trompée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des entretiens individuels. Alors, Dorothée, pour répondre, à chaque fois qu'on fait une détox, non, après, il faut se connaître. Mais je pense que s'il y a un problème à la base et qu'on sait qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, il faut mieux. Alors, moi, un avis médical si on a envie, mais tout simplement venir prendre contact avec une naturo, par exemple. Hein. Je vous dis ça parce que moi je suis naturo, mais prendre contact avec une naturo, oui, pourquoi pas. Après, c'est pas à chaque fois. C'est vraiment à un moment donné dans la vie où il faut qu'on fasse le point sur ce que l'on est, sur ce que l'on travaille. Hein. Je ne sais pas si ça répond du coup, Dorothée, à votre question. Super. Gaël, foie, intestin, on fait quel détox? Alors, il faut savoir que si on parle par exemple des détox qu'on va trouver en complément alimentaire, en termes général, c'est des plantes qui ont à la fois une action sur le foie, sur la vésicule biliaire et sur les intestins. Donc, c'est vraiment des choses, des complexes qui sont importants et qui du coup vont permettre de travailler les deux en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Donc oui, moi je suis de formation, je suis naturopathe. Vous l'avez peut-être, quelle formation avez-vous? Je suis naturopathe, conseillère en fleurs de bac, je suis énergéticienne et j'ai également une maîtrise en psychologie. Mon cabinet se trouve à Molsheim, donc dans le Bas-Rhin. Mais actuellement, je fais pas de consultation comme beaucoup de monde. Hein. Je fais plutôt des consultations par visio, enfin par visio ou par téléphone. Comment se passe la première consultation? Ben,
grosso modo, moi j'appelle ça faire le scan, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie environ, on va vraiment parler de ce que vous êtes, de comment vous vivez, de quelles sont les problématiques pour lesquelles vous venez. Et puis à partir de là, on fait le point et on voit comment on peut vous accompagner sur votre problématique pour revenir à quelque chose de plus d'équilibré. Voilà, du coup, je sais pas si je réponds à la fois à Vanessa et à Dorothée. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc merci déjà pour. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, mais merci pour tous vos retours parce que pour moi, comme dit, c'est compliqué de ne pas avoir de visage ni rien et de ne pas avoir les émotions des uns et des autres. Mais merci beaucoup pour votre attention. C'était un vrai plaisir de faire cette conférence avec vous. Voilà, comme dit, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas non plus à remplir le questionnaire d'Émilie. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour ce temps de confinement et qu'on puisse l'utiliser à bon escient. C'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Beaucoup de bonnes choses pour vous et peut-être à bientôt. Bonne soirée à tous et merci encore.